Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour continuer de résumer le livre Tu vas tout déchirer de Jen Sincero. On arrive sur la 5e et dernière partie du livre, Comment tout déchirer. Quand on prend une décision, c'est important de s'y tenir, de tout faire pour arriver à son but, même s'il y a des obstacles. De toute façon, dans beaucoup de situations, il est très probable qu'il y ait des obstacles, d'où l'importance d'être complètement engagé dans cette décision pour ne pas faire marche arrière et abandonner à la première difficulté. Évidemment, ça n'est pas facile parce que si ça le serait, tout le monde vivrait sa vie de rêve. L'auteur dit, je cite, « Nous prétendons souvent avoir pris une décision, quand en réalité nous ne nous sommes engagés qu'à essayer, et encore tant que ce n'est pas trop embarrassant. Si on se contente de vouloir sans s'engager, on fera plus facilement marche arrière en se disant que finalement la vie qu'on a n'est pas si mal comme ça. C'est pour ça que c'est important de croire en ce qui n'existe pas encore. Nos idées peuvent parfois conduire à des échecs, et si on n'a pas une confiance aveugle en sa vision avant qu'elle soit réalisée, on va se laisser guider par nos peurs ou par les avis des gens qui nous disent que c'est impossible, et on abandonnera au lieu de persévérer en modifiant simplement sa direction. L'auteur nous dit que, comme disait Churchill, le succès c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Si on veut quelque chose, on peut l'avoir si on s'en donne les moyens. Il y a plein de gens qui ne sont pas forcément plus talentueux que nous, mais qui vivent la vie dont on rêve. La clé du succès, c'est donc aussi s'engager vraiment, arrêter d'écouter ses vieilles excuses et modifier ses habitudes nuisibles. L'auteur donne ensuite des conseils pour réussir à obtenir ce qu'on veut dans la vie. Premier conseil, avoir la niaque. Le désir qui motive notre décision doit être fort et ancré pour ne pas abandonner à la première difficulté, comme je l'ai dit juste avant. Parfois on s'auto-sabote parce qu'on pense s'engager dans quelque chose, mais au fond on n'est pas engagé à 100% donc ça ne fonctionne pas. Elle donne l'exemple de quelqu'un qui ferait de l'hypnose pour arrêter de fumer mais qui au fond n'en a pas vraiment envie, ou quelqu'un qui veut perdre du poids mais qui veut pas forcément faire d'efforts pour changer son alimentation par exemple. L'info importante à retenir, c'est que pour surmonter les obstacles, il ne suffit pas de vouloir, il faut vraiment s'accrocher coûte que coûte à son objectif, et ça c'est pas toujours facile. Moi il y a plein de trucs où j'ai vraiment envie d'avoir quelque chose, mais il y a des moments où je doute, et il y a des fois où je doute tellement que j'ai envie d'abandonner, et au final il faut réussir à se raccrocher à ce qu'on veut, se poser aussi la question de ce qu'on veut vraiment, est-ce qu'on veut vraiment arriver à cet objectif, pourquoi est-ce qu'on a ces doutes, est-ce que c'est parce qu'on a peur, est-ce que c'est parce qu'au final on se rend compte que ça nous correspond plus. C'est très important sur le chemin vers son objectif de faire aussi des introspections pour voir si on est toujours aligné et voir si on va dans la bonne direction, la direction qui est le mieux pour soi et pour son bonheur. Deuxième conseil, affronter et décider. On peut avoir peur de prendre une mauvaise décision, donc soit on va constamment modifier ses décisions en fonction des événements qui nous arrivent, ou alors on va prendre des décisions trop vite sans réfléchir pour se débarrasser de la prise de décision, ou encore on peut avoir tellement peur de faire le mauvais choix qu'on va décider de ne rien faire ou de faire les deux choix et au final ne rien obtenir. Finalement, on va quand même faire un choix puisqu'on va décider de ne rien décider. L'auteur dit que décider c'est être libre, l'indécision est une torture. Elle dit aussi que ne pas décider c'est le meilleur moyen de rester dans sa zone de confort. Il faut affronter le problème dès qu'il se présente et décider. Personnellement, j'ai toujours du mal à décider, à faire des choix, mais je sais que c'est hyper important et j'ai aussi tendance, quand j'ai un problème, à le reporter à plus tard. Donc maintenant, j'essaye de me forcer, le résoudre tout de suite. Je m'entraîne sur des petits problèmes, par exemple, quelqu'un qui m'envoie un message pour régler quelque chose, je vais pas avoir envie de le faire, ou je sais que quand je vais le faire, ça va me saouler, donc je retarde au maximum. Là, je me dis, je le fais tout de suite, comme ça c'est fait et je peux passer à autre chose. J'essaye encore une fois de faire les choses petit à petit, par étapes, même si j'y arrive pas toujours. Justement, l'auteur dit que si on a du mal à prendre des décisions, on peut s'entraîner sur des petites choses pour que ça devienne une habitude. Par exemple, on peut choisir rapidement son plat au restaurant sans changer d'avis, on peut choisir rapidement ses produits au supermarché sans chercher pendant des heures, etc. Si on préfère réfléchir un minimum avant de prendre une décision, ça ce serait plutôt mon cas, elle dit que le mieux c'est de se fixer une date butoir pour être sûr de prendre une décision. Donc on peut mettre une alarme dans son agenda par exemple. C'est important par contre d'être rigoureux dans le choix du temps qu'on s'accorde, donc choisir en étant honnête avec soi-même sur le temps qu'on pense que ça prendra, donc si c'est une journée, une semaine, un mois par exemple. Ça dépend de la décision à prendre. Mais si c'est une petite décision, voilà, faut être honnête et se dire que ça va durer une journée et pas un mois. Si au contraire on préfère prendre des décisions instantanément, s'entraîner à faire appel à son intuition et lui faire confiance. L'auteur dit qu'il faut retirer le je ne sais pas de son vocabulaire. Encore une fois, il faut décider et s'engager à devenir quelqu'un qui prend des décisions rapidement. Et c'est comme ça qu'on le deviendra petit à petit. Troisième conseil, éliminer le processus de négociation. Le processus de négociation, c'est par exemple quand on veut arrêter de fumer mais qu'on se dit « Oh, une petite taffe, ça va pas me faire de mal ». Nos décisions ne doivent rien laisser passer parce qu'on peut vite trouver des excuses. Et au final, si on en laisse passer une, après il y a plus de chances qu'on en laisse passer d'autres. L'auteur dit aussi qu'il ne faut pas perdre son temps à regarder en arrière, à se demander « Et si j'avais fait ça ?» Il faut aller de l'avant. Quatrième conseil, s'accrocher. L'auteur dit qu'il faut être tenace, la foi en soi-même doit être plus forte que la peur. Il faut accepter de tomber, se relever, avoir l'air bête, pleurer, rire, jusqu'à la destination. Du coup, par rapport à cette partie, comme je l'ai dit, j'ai parfois du mal à prendre des décisions. Un exemple qui me vient, c'est quand en début d'année, j'ai fait un tatouage en commun avec ma sœur. Elle a décidé de le faire sur le bras, moi j'ai décidé de le faire sur la cheville. Et au moment où le tatoueur a dû le placer sur ma cheville, donc soit plus en avant, soit plus en arrière, j'ai demandé à ma sœur ce qu'elle en pensait, si elle trouvait que l'emplacement était bien ou pas. Et elle m'a répondu, mais le plus important
important c'est toi ce que tu penses, où est-ce que tu veux qu'il soit, puisque c'est toi qui vas le porter toute ta vie. Et en soi c'est vrai, elle a totalement raison. Je me rends compte que du coup ça devient inconscient. Pour plein de petits trucs je vais demander l'avis des autres au lieu de me faire confiance à moi-même. Et surtout là c'est un sujet important puisque c'est quelque chose que je vais garder à vie. Donc voilà, ça m'a fait un peu le déclic, le fait qu'elle me dise ça, de me dire bah oui elle a raison, c'est à moi de choisir. C'est bien parfois de demander l'avis des autres, mais l'avis le plus important c'est mon avis. Et c'est pas toujours aussi nécessaire de demander l'avis des autres. C'est vrai que souvent quand je suis en groupe, si par exemple on me demande de choisir un restaurant, moi je vais dire que je sais pas ou que je m'en fiche, comme les autres ils veulent, je vais pas vraiment prendre des décisions. Donc maintenant j'essaye de m'entraîner à dire vraiment ce que je pense, ce que je veux. Il faut vraiment que je m'entraîne à ce que ça devienne une habitude comme dit l'auteur. Et bien sûr j'insiste sur le fait que ça veut pas dire qu'il faut jamais demander l'avis des autres, jamais demander de conseils, mais il faut s'écouter soi, ses intuitions et ses envies à la fin. Autre chose par rapport aux décisions que j'avais déjà dit, c'est que parfois on a l'impression si on prend la mauvaise décision que ça va être catastrophique, alors que ce qui compte vraiment c'est les actions qu'on va entreprendre une fois qu'on a pris cette décision. Parfois une décision n'est pas mieux qu'une autre, mais ce qui est important c'est ce qu'on va faire après l'avoir prise. Encore une fois, comme on l'a vu un peu plus tôt, l'important c'est de s'engager à fond dans cette décision et de continuer à avancer. Si on a deux choix, de toute façon il y aura des avantages et des inconvénients dans les deux, et le plus important c'est ce qui nous convient à nous-mêmes sur le moment. Par rapport à ce que dit l'auteur sur le fait de persévérer et de s'engager quand on prend une décision, comme je l'ai dit c'est pas forcément facile et plein de fois j'ai envie de faire marche arrière, plein de fois j'ai des doutes. Après c'est vrai que j'ai la chance d'être avec quelqu'un, comme je l'ai déjà dit, qui sait faire face aux problèmes, qui a très rarement des doutes. Dès qu'il y a un problème il arrive à le régler assez rapidement, il sait très bien gérer son stress, donc c'est vrai que ça m'aide beaucoup quand je flanche et quand je panique un peu devant un obstacle. Mais j'ai pas non plus envie de toujours me reposer sur cette personne, donc je vais plutôt m'inspirer pour pouvoir réussir à gérer de moi-même. Je m'entraîne beaucoup à prendre du recul, à adapter mes réactions. C'est un processus qui prend du temps mais qui est très important selon moi pour avancer. J'essaye aussi de me dire si je faisais pas ce que je fais maintenant. Donc en gros si j'étais pas dans cette situation inconfortable mais qui me permet d'aller vers mon objectif, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que si je faisais autre chose ça me rendrait plus heureuse si j'étais dans telle ou telle situation? Souvent la réponse est non et je suis contente d'être sur la voie que j'ai choisie et je me rends compte qu'en fait sur le moment j'arrive pas à rationaliser parce que la peur prend le dessus. Donc ça peut être une question qui peut aider, moi je sais que ça m'aide. J'essaye aussi de me rappeler que peu importe la voie que je vais prendre, il y aura toujours des obstacles. L'auteur dit, je cite, « Quand vous haussez le niveau de ce que vous pensez pouvoir accomplir et que vous décidez de vous engager à fond, les moyens pour y arriver s'ouvrent à vous. Il faut élargir le champ de ce qu'on pense pouvoir atteindre dans tous les domaines de sa vie. » Dans cette partie, l'auteur se concentre sur l'argent. Donc par rapport à l'argent, d'après elle, il faut commencer par arrêter de penser qu'il n'y a pas d'argent pour soi, qu'on n'est pas le genre de personne capable d'en gagner ou de le rembourser quand on l'emprunte. Encore une fois, j'en ai déjà parlé du pouvoir de la pensée, mais c'est la base et c'est super important d'avoir les bonnes croyances et pas des croyances limitantes. Elle dit aussi que pour transformer sa vie, si on le veut, il va peut-être falloir dépenser ses économies, emprunter de l'argent à sa famille, faire un crédit, même si ça contredit des croyances ancrées en nous selon lesquelles s'endetter est irresponsable. Sauf quand on s'endette pour ses études où ça, aux yeux de la société, c'est pas irresponsable. L'auteur dit que l'argent c'est aussi de l'énergie. Comme dans la partie du livre où elle parle de fréquence, elle dit qu'il faut allier énergie et action. Donc bien sûr, il faut travailler pour avoir de l'argent, mais aussi aligner son énergie à la quantité d'argent que l'on veut. L'auteur dit qu'il faut aussi commencer à ne pas traîner avec des gens qui passent leur temps à se plaindre qu'ils sont fauchés, arrêter de dire constamment je ne peux pas, donc je ne peux pas gagner tant d'argent, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Se fixer des objectifs, exiger de soi-même de devenir ce qu'il faudra pour atteindre la vie que l'on veut. Notre relation à l'argent est aussi importante que les actions qu'on va mettre en place. Elle dit que c'est pour ça que plein de gens se tuent au travail toute leur vie pour gagner de l'argent, mais vibrent la mauvaise énergie au contact de l'argent et donc finissent par ne pas en gagner tant que ça. L'auteur dit aussi que certaines personnes ont des sentiments contradictoires par rapport à l'argent et que c'est important de se débarrasser de sa peur ou sa haine envers l'argent, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Certaines personnes veulent de l'argent mais pensent aussi que c'est la source de leurs problèmes, ou par exemple ils peuvent penser que les gens qui aiment l'argent ce sont des gens cupides et qu'ils ne veulent pas être comme ça. La première règle selon l'auteur pour se sensibiliser à la richesse, c'est de se placer en position d'abondance et pas de manque. Elle dit que si on se dit qu'on a besoin d'argent pour quelque chose, on se concentre sur le manque, ça abaisse notre fréquence et attire toujours plus de manque. Pour elle, si on se dit plutôt par exemple je vais me faire 5000 € pour partir en voyage en Italie, notre croyance en ce qui n'existe pas encore est forte et notre fréquence est élevée, donc notre capacité à attirer l'argent aussi. Voilà, après on y croit, on n'y croit pas. Libre à vous. L'auteur dit que l'abondance est disponible pour tout le monde. Certaines personnes naissent dans des familles riches, ont des relations, ont une bonne éducation. Parmi eux, il y a des gens qui vont s'enrichir et d'autres non. D'autres naissent dans des familles pauvres, ils n'ont pas forcément de relations, pas forcément une bonne éducation, et parmi eux, il y a aussi des gens qui vont s'enrichir et d'autres non. Bien sûr, pour ces deux catégories de personnes, les obstacles seront différents, mais ceux qui réussissent ont en général en commun le fait qu'ils ont la certitude de pouvoir devenir quelqu'un, et faire et avoir tout ce qu'ils voudront. L'auteur dit, je cite, « Votre foi est la clé de votre succès financier ». Bon, ici c'est un peu raccourci, mais je pense que vous avez compris, ça passe par la pensée, ensuite par les actions, et ensuite on atteint son objectif. Encore une fois,
c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Après, il y a sûrement d'autres circonstances à prendre en compte, mais déjà je pense que c'est une bonne base pour commencer. Il faut croire qu'on peut obtenir ce qu'on désire, être certain que ça existe déjà et qu'il suffit d'aller le chercher. Elle insiste bien sur le fait qu'on vit dans un univers d'abondance. Elle dit aussi qu'il y a de l'argent partout et refuser d'en gagner n'en laisse pas plus pour les autres. Et en gagner ne les en prive pas. Le seul cas où on peut se sentir coupable de gagner de l'argent, c'est si on arnaque quelqu'un. Bien sûr, certaines personnes agissent mal avec l'argent, mais ce qu'il faut blâmer, c'est leur comportement et pas l'argent en lui-même. Deuxième règle, clarifier sa situation. L'auteur conseille d'écrire un résumé de notre vision de l'argent. Ça peut être des choses comme par exemple, j'aimerais en avoir beaucoup pour faire ce que je veux, mais je ne pense pas qu'il viendra à moi. Ou encore, je crois que ceux qui gagnent de l'argent sont des gens mauvais, etc. Il faut écrire tout ce qui nous passe par la tête en étant honnête avec soi-même et avec ce qu'on pense vraiment. Ensuite, elle dit d'analyser ce qu'on a écrit et de trouver des preuves du contraire. Par exemple, je ne crois pas que l'argent viendra à moi. Se demander, est-ce que c'est pas déjà arrivé que l'argent vienne à moi? Ensuite, trouver les moments où l'argent est venu à nous. Donc par exemple, c'est quand on a eu cette promotion, ou qu'on a fait ce petit boulot en plus et qu'on a gagné de l'argent. Elle dit de noter 5 occasions où on a eu de l'argent. Ensuite, se dire que si l'argent est venu toutes ces fois, il pourra revenir. Se créer des nouvelles affirmations et croyances sur l'argent, se les répéter, les ressentir. Ce n'est pas forcément facile de se convaincre parce que la haine envers l'argent vient de croyances bien ancrées. Troisième règle, clarifier son objectif. On a tous besoin d'argent pour survivre, donc pour se loger, pour manger, pour des vêtements, pour des médicaments, etc. Mais bien sûr, en général, on ne veut pas juste survivre, on veut aussi progresser, s'épanouir. Et donc, pour la plupart, on a besoin de plus. L'auteur dit qu'il faut être riche psychologiquement, énergétiquement, spirituellement, tout comme matériellement. Par exemple, si on crée un commerce, il faut bien sûr de l'argent, mais il faut aussi se sentir bien et heureux pour donner le meilleur de soi-même. On a peut-être besoin d'engager des assistants pour ne pas se sentir épuisé, de voyager sur son temps perso parce que c'est ce qu'on aime faire, etc. Tout ce dont on pense avoir besoin compte. Il faut vraiment être honnête avec soi-même. Quel style de vie nous rendrait heureux? Quelles expériences et possessions matérielles nous aideraient dans la vie qu'on veut mener? Il faut trouver à quoi ressemble sa propre version du succès, calculer son coût et s'engager à atteindre cet objectif, si c'est ce dont on a envie bien sûr. Quatrième règle, élever sa fréquence. L'auteur dit qu'en soi l'argent c'est juste du papier, ce qui compte c'est la valeur, l'énergie qu'on lui donne. Le même t-shirt peut être vendu 10 € par quelqu'un et 20 € par un autre, ça dépend de la valeur qu'on estime. C'est très important de s'estimer soi-même. Selon l'auteur, si on estime qu'on vaut 10 € de l'heure, c'est la fréquence qu'on émettra et le genre de boulot et de clients qu'on attirera. Si on estime valoir 1000 € de l'heure, c'est la fréquence qu'on émettra et le genre de boulot et de clients qu'on attirera. Si on facture plus qu'on estime valoir, il ne faut pas s'attendre à gagner beaucoup. Si on facture moins que ce qu'on estime valoir, il ne faut pas s'attendre à se développer. Si on prend l'exemple de deux personnes qui ont le même métier mais qui ont des tarifs différents, ça peut être bien sûr par rapport à leurs études, à leurs expériences, mais c'est aussi lié à la décision de combien on vaut, combien on s'estime. Il faut se demander si notre énergie résonne avec nos revenus et combien est-ce qu'il faudrait gagner pour que ce soit le cas. Il faut analyser le genre de vie qu'on aimerait vivre, calculer combien ça coûterait pour que cette réalité se produise et aligner sa fréquence aux revenus qu'on veut atteindre. Si par exemple on est loin de son objectif, elle dit qu'il faut augmenter ses tarifs ou trouver un poste qui paye mieux. Encore une fois, plus facile à dire qu'à faire, bien sûr, ça dépend de plein de circonstances. Il faut aussi s'entourer de personnes et d'expériences à haute fréquence et consolider sa formation et sa technique. L'auteur dit que développer sa fréquence, c'est comme développer un muscle, c'est un processus. Règle numéro 5, rester au top. Comme elle l'a dit plein de fois, l'important c'est de maintenir haute sa fréquence et forte sa croyance en ce qu'on veut. Un bon moyen de soigner sa relation avec l'argent est de lire et relire des livres qui vont sensibiliser à la richesse. Elle donne comme exemple Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill et La science de l'enrichissement de Wallace Wattles. Il y en a d'autres, elle dit qu'il faut trouver les livres qui nous conviennent et lire au moins 30 minutes par jour. C'est important d'avoir un état d'esprit financier positif en s'entourant de gens qui ont une vision positive de l'argent. Elle dit que c'est aussi important d'être précis. Penser à la vie qu'on veut vraiment mener et se demander combien ça coûterait pour avoir la maison de ses rêves, pour faire ce voyage, pour aller tant de fois par mois au restaurant, etc. Se demander combien il faudra par mois, par an. L'auteur dit, je cite, il y a une grosse différence entre se promener en racontant qu'on aimerait gagner 1 million d'euros par an et en avoir la très ferme intention, le désir féroce et les plans d'action en béton qui vont avec. Donc comme elle le dit, il faut faire une liste et être très précis sur la nature des coûts. Il faut le vouloir à tel point que ce n'est pas négociable, ça va se produire, peu importe le temps que ça prendra. Ce qui peut aussi aider, c'est d'en faire une urgence, parce que quand on a un imprévu, quelque chose qu'on doit payer en urgence, en général, on arrive à trouver les fonds. On va vendre des choses par exemple ou demander un prêt à sa famille, etc. Elle dit qu'il faut considérer ses rêves avec la même urgence et détermination. On peut aussi décider d'un palier d'argent qu'on ne doit pas dépasser en négatif sur son compte en banque. Décider d'une somme en dessous de laquelle son compte en banque ne doit jamais passer pour avoir toujours un minimum sur son compte. Donc il faut trouver l'objectif qui nous correspond en termes d'argent et visualiser ce qu'on ferait avec cet argent. Encore une fois, il faut vraiment être extrêmement déterminé. Si on est son propre patron, on peut par exemple se demander quel nouveau produit est-ce qu'on peut vendre, est-ce qu'on peut augmenter les prix, etc.
etc. Si on travaille pour quelqu'un, il faut voir s'il y a des opportunités d'être mieux rémunéré. Restez toujours à l'affût des opportunités. Elle dit qu'on peut aussi demander conseil à des gens qui en savent plus que nous sur le sujet et en tirer un maximum d'enseignements. Mon avis par rapport au sujet de l'argent, c'est que bien sûr, pour gagner de l'argent, il faut entreprendre des choses. L'argent, c'est vrai que c'est un sujet assez tabou en France. Ça peut parfois paraître mal d'aimer l'argent et de vouloir en gagner. Et bien sûr, je suis d'accord avec l'auteur sur le fait que non. Si on aime l'argent et qu'on veut en gagner honnêtement, sans arnaquer des gens et sans porter préjudice, eh bien c'est ok. Il n'y a pas besoin de voir l'argent comme quelque chose de mauvais. Et même si encore une fois, bien sûr, le plus important c'est d'agir, je suis d'accord avec elle sur le fait que c'est important d'aligner ses pensées avec ses actions. Ses pensées par rapport à l'argent sont importantes pour être dans de meilleures énergies et entreprendre les actions qui vont nous permettre de gagner plus d'argent. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt pour la suite. Ciao!